les podcasts du Figaro. Bonjour, je suis Victoire Sicora, vous écoutez Portrait de champion, le podcast qui donne la parole à ceux qui vont incarner et faire briller nos Jeux Olympiques. Les athlètes bien sûr, mais aussi tout l'écosystème qui permet à cette grande fête de se préparer. Mon portrait de la semaine signe un début d'année très prometteur. C'est peu de le dire. Il vient d'être sacré designer de l'année par Maison et Objets. En parallèle, il ouvre un nouveau showroom à New York. Et il a surtout été choisi pour dessiner la torche olympique de nos Jeux parisiens à venir. C'est mon premier portrait olympique. C'est Mathieu Lehanner. Il est sur notre plateau, très bien accompagné. pour nous parler de lui et de ses projets. Mathieu Lehanner, vous êtes né en 1974. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier rapport au design, de la première émotion que vous avez ressentie par rapport à un objet ? Je crois que c'était face à un escalier roulant. Ok. Ouais, parce que j'ai toujours été fasciné par les escaliers roulants, que je trouve d'abord des beaux objets, et que je trouve... je me suis toujours posé la question dans quel cerveau un peu fou est née l'idée de, face à un escalier qui est l'objet le plus immobile et statique par nature, se dire tiens, on va le mettre en mouvement. Donc il y a une fascination. Donc, il y a une sorte de côté absolument surréaliste, presque un peu magique, en tout cas très fantaisiste, et à la fois qu'un objet très fonctionnel, très utile. Et vous vous dites, peut-être pas à ce moment-là, peut-être un peu plus tard, que vous voulez en faire votre métier. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez déjà des références ? Non, je rentre dans une école de design presque par hasard. L'École nationale supérieure de création industrielle. Exactement. C'est pas rien. C'est pas rien. Et où on apprend en fait à concevoir des objets qui ont vocation à être produits industriellement. D'accord. Et je rentre un peu par hasard avec peut-être l'intuition de me dire c'est peut-être le chaînon manquant entre le monde de la création et le reste du monde. Et c'est un vrai succès puisque votre projet de fin d'études, objet thérapeutique, est intégré à la collection permanente du MoMA à New York. J'aimerais dire ça pour mon mémoire de fin d'études. Est-ce que ça lance votre carrière ? Est-ce que c'est une reconnaissance tout de suite qui vous donne confiance et qui vous dit bon, j'ai bien choisi ma voie. Continuons dans ce sens-là. Alors oui, ça donne une énorme confiance parce que c'est un des plus grands musées du monde, si ce n'est le plus grand musée du monde, avec des conservateurs, des spécialistes qui sont des gens hautement admirables. Donc ça ne lance pas une carrière parce que ça reste confidentiel. Par contre, ça vous envoie un signe qui vous dit, parce que vous sortez de l'école et vous êtes tout frais et fragile, qui vous dit vas-y mon petit. Et puis avance. Ça vous conforte aussi dans... Vous développez déjà à ce moment-là une passion pour la technologie, pour la science, pour l'usage qu'on peut faire d'un objet. Et ça vous donne peut-être aussi confiance dans le fait que ça fonctionne, ça plaît de s'y intéresser. Oui, parce qu'en fait, ce projet-là, en plus, c'est un projet sur le design des médicaments. Tout à fait. Donc, il y a une chose qui n'avait jamais été faite et où je me pose la question sur comment il faut repenser nos médicaments, même si on va laisser le principe actif à l'intérieur, mais comment il faut les repenser parce que moi, ma plaquette d'antibiotiques, elle me dit rien, elle me raconte rien et que j'ai envie d'arrêter mon traitement au bout de 2-3 jours parce que je me sens un peu mieux, alors que mon médecin m'a dit de faire l'inverse. Donc, je me dis, il y a un problème entre cet objet-là et nous qui sommes des êtres passablement incohérents, instable, humain, quoi, tout simplement. Donc je me pose la question de la partie fonctionnelle, mais de la partie psychologique, de la partie relationnelle. Et le design m'intéresse aussi pour ça. Et c'est incroyable à quel point, quand vous le présentez, on comprend la dimension holistique de votre manière de voir le design. Et puis, cet engagement dans... j'ai envie de voir ça à 360 sur la conception d'un objet. Comment est-ce qu'il va être utilisé ? Comment est-ce qu'il va être manipulé ? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens ? Comment ça impacte nos modes de vie ? Est-ce que c'est ça l'évolution du design ? Et est-ce que c'est aussi peut-être pour ça que vous avez été couronné meilleur designer de l'année ? Alors, je ne sais pas pourquoi on m'a choisi designer de l'année. Peut-être parce que vous êtes très bon. Peut-être parce qu'il y avait la torche qui a dû aider un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que faire du design, c'est pas se poser uniquement la question de faire un bel objet. Ça, c'est assez facile, honnêtement. À peu près tout le monde peut faire un bel objet. À faire un objet utile, presque tout le monde peut faire un objet utile. Mais faire un bel objet Mais ensuite, utile... voilà, c'est arriver à mixer tout ça, donner une fonction, donner peut-être une esthétique, mais en tout cas, voir comment je vais m'adresser à une personne. Nous, êtres humains, on a vu et on voit des millions d'objets depuis que nous sommes nés. Donc nous sommes bombardés d'informations, de cultures, d'objets, etc. Et donc, comment ramener un objet supplémentaire et qui va avoir, j'espère, une dimension attractive, un peu magique, un peu qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de toucher, qu'on a envie de garder, qu'on a envie de transmettre.
Il y a quelque chose d'attractif, magique, qu'on a envie de toucher, de transmettre, d'avoir, qui est juste là. Oui, la torche olympique. Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans l'aventure de la création de cet objet incroyable? En fait, qui va rester dans l'histoire. Qui va rester dans l'histoire, j'espère. Oui. De fait. En fait, Paris 2024, donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques, a lancé un concours. Ils avaient présélectionné 10... C'est une sorte d'appel d'offres? Exactement. Ils avaient présélectionné 10-12 designers et chacun de nous avions un mois pour proposer, dessiner, concevoir la torche et la grande vasque olympique, qui s'embrasera le soir de la cérémonie des Jeux et qui brûlera pendant toute la durée des Jeux. Donc il y avait ces deux choses-là. Est-ce qu'il y avait un cahier des charges costaud? Il y avait un cahier des charges réduit à son minimum. D'accord. Et ça, c'est, je trouve, la grande intelligence de Paris 2024, qui a été de dire, on vous donne le minimum d'informations nécessaires, ensuite on fait appel à des créateurs, des artistes, des designers, pour que vous nous donniez vos inspirations, que vous vous nourrissiez de ce que nous sommes, de la société, de l'histoire des Jeux. Exactement. Donc, je pensais que c'était tout l'inverse. Moi, je m'attendais à un cahier des charges de 200-300 pages avec des... En me disant, moi j'imaginais qu'ils allaient nous dire, il faut vous inspirer de ça, nourrissez-vous de ça. Ben, et non. Non. Ils ont dit, il faut que ça fasse vous êtes inspiré de quoi? moins de 2 kilos. Moins de 2 kilos. Parce qu'il faut qu'un enfant puisse aussi participer au relais et porter la torche. Il faut qu'elle soit 60-70 cm de hauteur pour pas que le relayeur ou la relayeuse se brûle les cheveux pendant qu'il court. Oui, c'est plutôt du bon sens. Voilà. Et le plus important, c'est que la flamme ne peut pas et ne doit pas s'éteindre. Ah, et quelles que soient les conditions. Ça vous a plu, je suis sûre. Oui, parce que ça veut dire que vous courez face à des bourrasques de vent, sous un orage diluvien. Défi technologique, défi scientifique. Exactement. C'était pour vous. Et la flamme, le feu sacré qui vient de Grèce et qui va arriver jusqu'à Paris, lui, doit rester toujours en forme. Quelle est l'histoire que vous avez choisi de nous raconter? En fait, elle s'est construite. Le premier élément, ça a été de partir un peu. Donc, je me suis plongé dans la candidature de Paris 2024. Et un des éléments qui était une des valeurs qui portait, c'était la notion d'égalité. C'est le symbole de ces Jeux. Exactement. Et l'égalité à la fois sur l'égalité d'ambition, d'exigence entre les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui était une chose éminemment importante dans la candidature et toujours évidemment aujourd'hui, et puis parité parfaite entre athlètes hommes et athlètes femmes. Donc c'était vraiment une notion à la fois un peu abstraite, mais bon, en plus, nous Français, on le voit gravé au fronton de nos mairies depuis que nous sommes nés. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'elle est en deux. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, il faut exprimer cette égalité et on va jouer d'un principe de symétrie parfaite. La symétrie visant finalement à exprimer cette égalité parfaite entre le haut et le bas. Donc c'est la première torche de l'histoire des Jeux qui est dans cette symétrie absolument parfaite entre le haut et le bas. Incroyable, c'est très réussi. Avec ces aspects, enfin, pourquoi est-ce que ces deux parties bien distinctes, comment est-ce que vous les avez imaginées? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En fait, donc ça joue de cette symétrie parfaite. Et puis, et on sera évidemment à Paris. Et puis la cérémonie d'ouverture va être tout au long de la scène. C'est ça les petites vagues? Exactement. Et donc l'idée, c'était que la torche porte en elle aussi un peu de Paris, de la capitale. Je voulais pas lui faire porter forcément les monuments parisiens. Oui. Iconique, mais qu'on connaisse presque un peu tous, mais se dire, est-ce que c'est pas la Seine, est-ce que c'est pas le fleuve, cette veine de la capitale finalement, qui va être le fil rouge aussi finalement de cette qui va être le fil rouge des compétitions. Et donc c'est elle qu'on retrouve en partie basse de la torche et qui crée justement cette sorte d'ondulation, comme si on regardait l'eau à la surface. C'est magnifique, bravo. Merci beaucoup. Et c'est une torche que vous avez réalisée dans votre atelier à Ivry-sur-Seine. Oui. Et ça, pour nous, ça nous plaît parce que c'est Île-de-France. Absolument. En fait, elle a été entièrement, évidemment, conçue, mise au point, nous, dans nos espaces qu'on appelle la factory. Oui. C'est là qu'on a fait tous les tests. Donc, pour vous donner un exemple, c'est que sur les premiers prototypes, on a fait venir des ventilateurs qui rentreraient à peine dans cette pièce, qui soufflaient des vents à 100 km/h. Pour voir si ça éteignait ou non la flamme. Exactement. Et voir si elle s'éteignait d'une part, et puis si elle était visible, si elle restait belle, etc. Parce que c'est ça, en fait, l'important de la torche. Oui, il faut dessiner un objet, on le fait le mieux possible, mais l'important, encore une fois, il faut qu'elle soit connectée à la vraie vie. C'est le feu qui va être au-dessus. C'est lui qui est vraiment le porteur, le symbole, évidemment, de la transmission de ces relayeurs et relayeuses jusqu'à Paris. Et c'est un symbole magnifique. On est très fiers de l'avoir sur le plateau de Bienvenue en Île-de-France et on est très fiers de vous avoir eu pour nous en parler. On a hâte de la voir en mouvement. Moi aussi. Je crois que je vais être assez ému. Je n'en doute pas et ça sera entièrement mérité. Merci beaucoup Mathieu Lehanner d'être venu nous parler et puis nous présenter cette torche olympique absolument magnifique. Merci beaucoup. Ravis.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site internet du Figaro, Spotify, Apple Podcast et toutes vos plateformes préférées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. À bientôt pour un nouveau Portrait de Champion.